Bonjour à tous, je suis heureux aujourd'hui de vous accueillir pour un nouveau webinaire VECA, où nous allons avoir le plaisir en fait d'interroger Julien Rollon qui va se présenter juste après. Julien est un expert dans le monde de la supply chain dans le secteur du retail, donc je suis certain que ça vous intéressera. Et donc pour rappel, Fabien Fouissard et je suis en charge des alliances et des partnerships chez VECA. Julien, je te laisse, bienvenue déjà, et je te laisse te présenter ton parcours, ce que tu fais aujourd'hui, et voilà, tout ce qui permettra à nos auditeurs et aux personnes qui regardent ce webinaire de mieux te connaître. Bonjour à tous, donc Julien Rollon, je suis en charge du déploiement de Vecchia pour le groupe Monsieur Bricolage. Donc j'ai un parcours essentiellement industriel, hein. J'ai fait une maîtrise en gestion industrielle avec une spécialisation sur les ERP, les systèmes d'information, fin des années 90, début 2000. Donc j'ai passé 12 ans dans l'industrie, dans un environnement international, et j'ai intégré Monsieur Bricolage en 2015 pour déployer justement l'outil Vecchia à travers le machine learning. Donc voilà, aujourd'hui, l'outil est déployé dans quasiment 200 magasins à travers la France, de taille plus ou moins importante, du City qui fait 800 mètres carrés au multispécialiste supérieur à 4500 mètres carrés. Donc en termes de référence, on est sur de 16 000 références jusqu'à 90 000 références gérées en magasin. Merci Julien. Alors justement, par rapport à ton parcours, tu le dis, tu as eu l'occasion de déployer des ERP et des solutions depuis plus de 20 ans. Donc, tu as vu justement un petit peu les évolutions. Quel est ton sentiment justement sur ces solutions qui ont été mises en place pour le retail, voire pour d'autres structures? Je sais que tu as travaillé aussi dans le monde de l'industrie. Quel est ton sentiment sur l'évolution des outils ERP supply chain? Ah bah c'est complètement, enfin c'est radical, hein. Moi j'ai fait de l'intégration sur du Oracle Business Suite, sur du SAP, sur du Sage, au niveau du calcul des besoins, de la production. On était encore sur un système entre guillemets archaïque où il y avait effectivement une analyse des ventes et des prévisions de vente et de la réalisation des forecasts qui se faisait enfin, essentiellement de façon manuelle ou à travers des fichiers Excel que l'on devait piloter. Le machine learning, effectivement, l'intelligence artificielle globalement, cette analyse performante d'une volumétrie de data en si peu de temps, notamment durant la nuit, quand tout le monde entre guillemets se repose, c'est un gain. C'est un gain impressionnant en termes de data, aussi en termes de résultats et de performance, hein. Moi, venant de l'industrie, connaissant les anciens systèmes, j'étais, comme tout le monde, hein, un petit peu dubitatif par rapport à ce mode de Bien sûr. fonctionnement-là. Et dans la réalité, pour moi, mes besoins, pour être crédible au niveau des magasins et aussi pour constater que le résultat est bien là, c'est de mettre en visu ces résultats au niveau des magasins. Et on se rend compte, alors je l'ai fait durant quelques années, maintenant j'ai arrêté, hein, mais que le taux de fiabilité, il était au-delà des 90%. C'est-à-dire que pour prendre un produit clé chez Monsieur Bricolage qui est le White Spirit, quand le moteur Vecchia me disait sur 3 semaines tu vas en vendre 100, au bout de 3 semaines on en avait vendu 90. Donc aujourd'hui, avoir un outil aussi performant en termes de fiabilité et de prévision, c'est une grosse valeur ajoutée, et c'est rassurant pour les magasins. Donc même quand l'activité économique n'est pas au rendez-vous. Je suis arrivé en 2015 chez Monsieur Bricolage. On m'a défini des règles de gestion standard avec une vingtaine d'adhérents. Aujourd'hui, en déployant l'outil de façon standard, je gagne entre 10 et 20 jours de durée de vie de stock par an, globalement, Ouais. sur le réseau. Donc, il y en a qui gagnent un petit peu moins parce qu'ils sont peut-être aussi moins assidus, ils sont un petit peu frileux par rapport au paramétrage et à la confiance de l'outil, et puis il y en a d'autres qui peuvent gagner, mais
plusieurs dizaines de jours de couverture par an. Et quand on analyse le stock de départ et le stock d'arrivée, on a trois profils. On a le magasin qu'on a déployé qui a 1 million d'euros de stock. Il a 10% ou 20% de produits à forte rotation, donc qui génèrent le plus de rentabilité et d'attractivité. Et puis au bout d'un an, on a gagné 10 ou 20% en ayant conservé une valeur de 1 million d'euros de stock. À contrario, il y a un magasin qui a 1 million de départ, un an après, il a que 700 000. Et puis, ça peut perturber l'adhérent. Et puis, quand on analyse ces 700 000 euros de stock, on se rend compte que c'est la valeur de stock qui est nécessaire à son magasin et pour lequel il génère beaucoup plus de rentabilité. Donc, et puis à contrario, on a le magasin qui avec 700 000, à la fin il a 1 million, il dit tiens j'ai pris 300 000 de stock, bah oui mais tu as pris un bon 300 000 euros de stock. Voilà. Il t'en manquait et la performance est là, les ventes T'as sont augmenté là. tes ventes et tout, exactement. C'est ça, c'est ça. Il Après, y a c'est tout vrai un lien de que cause à effet. dans ce que tu dis, Julien, c'est vrai que quand on se rappelle un petit peu il y a quelques années comment ça fonctionnait, quand tu cites aussi le nombre de références dans le fait de traiter évidemment sur Excel, c'est vrai qu'il y a quelques semaines, on parlait à une personne qui travaillait pour Amazon et qui a aussi évidemment utilisé Excel hein, pour son parti, comment dire, forecast, comment dire, jusqu'en 2010, hein, je crois, même si c'est Amazon. Il est clair qu'à un moment donné, il y a une limite humaine. On ne peut pas demander aux gens, et je pense non plus toi à tes adhérents, de passer leur vie, entre guillemets, à gérer, comment dire, du Excel, du forecast ou même vous en centrale. Et c'est vrai que quand on voit la quantité de data qui doivent être manipulées, le fait de pouvoir être aidé pour la partie machine learning, c'est un vrai sens. J'avais une question, Julien, parce que justement, par rapport à ton expérience, et c'est vraiment ça aussi qui nous intéresse, ton parcours, finalement, au-delà de même de M. Pécolage et de Dekia. C'est quoi ton pire souvenir sur le déploiement d'un ERP? Parce que je pense que ça reste encore d'actualité, ce que tu as vécu pour certains, en fait. Alors, alors, je ne sais pas si on peut appeler ça un pire souvenir, mais bon, quand dans la boîte américaine où j'étais, donc on était sur le marché de la carte à puce. Donc c'est vrai qu'il y a eu un gros boom au tout début des années 2000 avec l'expansion du smartphone, l'expansion de la Chine. Moi, je gérais une unité de production donc sur Orléans, le siège social avec une autre unité de production à Minneapolis, et on avait effectivement un site de production en Chine. Donc, en termes de configuration de production, on était au niveau worldwide et on était sur du H24 avec les fuseaux horaires. Donc, quand le siège social aux US a voulu effectivement qu'on uniformise en fait les trois systèmes d'information qui existaient dans le groupe en un qui était sous Oracle Business Suite, on a eu un an jour pour jour pour effectivement migrer sur ce système d'information. Nous, sur la France, on était sur sur l'outil Sage Adonix ou X3. Enfin, après, c'est en fonction des versions. Au bout d'un an, il fallait que je passe sur e-business suite Oracle en anglais, parce que bien évidemment, on uniformisait la langue universelle pour pouvoir collaborer avec les Américains et bien évidemment les Chinois. Donc, ça a été la synchronisation de tous ces sites de production. Moi, je pilotais effectivement la supply chain, se synchroniser aussi avec nos sous-traitants. On travaillait avec des sous-traitants essentiellement français pour la partie mécanique, électropneumatique, mais on avait aussi des sous-traitants allemands, notamment pour tout ce qui est le fonctionnement des lasers d'impression. Et puis, on avait aussi un hub pour le service après-vente en Hollande. Donc, c'est le pire souvenir, oui, mais c'est pas un pire souvenir parce que j'ai réussi à intégrer tout ça, mais c'est de se dire voilà, la direction, le conseil d'administration, la direction du siège social a dit voilà, j'ai plus la date, mais je crois de mémoire c'était, je me souviens du mois, c'était en juin 2006, donc comme quoi ça marque. Ah, tu m'étonnes. Le vendredi, tout était arrêté sur les anciens systèmes et le lundi matin, ça devait repartir avec le nouveau système et sans que nos unités de production en subissent les conséquences et qu'on ait des retards sur la production des équipements. Donc,
Bon, on voit que ça s'est bien passé, Julien, parce que tu n'as pas de cheveux blancs. Parce que je pense qu'au moment où tu finis en fait sur le projet, je pense que tu vois, il peut y avoir un petit moment comment dire, de stress et tout. Ok. Non, bah Non, mais ça a été un an de stress. Après, ouais. moi, par rapport à mon expérience, à mes études, voilà, la gestion de projet, l'anticipation, la planification, la gestion des risques. Voilà, quand on déploie des gros projets comme ça, mais quels que soient les projets, on attend des moyens. On nous demande de réaliser un projet. En face, on attend d'avoir des moyens. Donc, à partir du moment où je disais, OK, Oui. bon, pour tenir la route, il me faut tant de moyens financiers, tant de moyens physiques. Voilà, j'avais Oui, toutes tout le les monde infos. était aligné. Tout le monde était Voilà, aligné. tout le Par monde contre, était aligné. Si ça ne devait pas fonctionner, c'est pas parce que j'avais oublié une étape ou j'avais pas pris en compte une étape. Mais bon, voilà, j'ai fait de l'isoprod. Tout a été fonctionnellement déployé, réalisé en 6 mois, et ensuite j'ai fait 6 mois d'isoprod, c'est-à-dire que on produisait sur l'ancien système et je simulais la production sur le nouveau système pendant 6 mois. En fait, du jour au lendemain, voilà, c'est le vendredi pour ouvrir le lundi, sauf gros problème des infrastructures. Ça faisait 6 mois que ça fonctionnait très bien, donc j'avais pas plus d'inquiétude que ça. Mais voilà, les migrations de systèmes d'information, c'est très long. Et là, le fait d'intégrer le secteur du commerce où on déploie un système d'intelligence artificielle, où effectivement dans le retail, j'ai essentiellement affaire à des commerçants. Ils sont là pour acheter et vendre et satisfaire leurs clients. Toute la problématique de système d'information, des gestions d'infrastructures, ils en ont que faire, entre guillemets, ça les intéresse pas. La valeur ajoutée que je leur apporte, c'est-à-dire que je pilote à moi seul effectivement tout le pilotage de l'outil Vecchia. Donc quand je dis pilotage, c'est aussi bien en termes de data, mais aussi en termes de traitement informatique. Et c'est surtout que j'ai mon expertise et ma rigueur de ouais. gestionnaire industriel, où je les accompagne voilà, pour optimiser leur stock et optimiser leur approvisionnement. Donc ils peuvent rencontrer des problématiques qu'ils ont toujours eues, entre guillemets, mais pour lesquels ils disaient, ils étaient un peu fatalistes, et pour eux c'était une contrainte auquel on ne Ouais. pouvait rien faire. Et on se rend compte que, voilà, c'est ce que je leur dis, à chaque problématique, chaque interrogation, ne laissez surtout pas le doute s'installer. Ça, c'est comme dans la vie, c'est pour tout le monde, Ouais. pareil. Et ils m'appellent, ils me disent, ouais, mais tu te rends compte, je suis obligé de faire ça, parce que je leur dis, non, non, vous avez vos paramétrages que vous voyez sur votre back-office, votre interface magasin. Moi, aujourd'hui, j'ai aussi une interface ProOrder, enfin Vecchia, qui me permet de faire un paramétrage à l'article par magasin s'il le faut. Donc, Hmm. jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours trouvé une solution à une interrogation, une problématique d'un adhérent et d'un magasin. Parfois, ça se Justement, fait en quelques minutes, et puis parfois, ça peut me prendre une journée à trouver la bonne solution. Mais en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, un magasin me demande quelque chose en moins de 24 heures, il a le bon résultat le lendemain au niveau de ses propositions de commande et de son outil. quand je t'écoute, c'est vrai que j'ai le sentiment aussi qu'il y a une sorte de plafond de verre que justement tes clients internes, hein, les adhérents, comment dire, avaient, et que tu as pu justement, comment dire, finalement franchir en t'efforçant justement aussi de pouvoir, comment dire, faire en sorte qu'ils comprennent et qu'ils soient, comment dire, impliqués et pas passifs. Hein, finalement, trop de fois, je pense par rapport à des ERP, on est en situation de passivité. Et c'est aussi ce que j'apprécie, comment dire, chez toi. C'est ce côté aussi vraiment de service client quelque part hein, en interne et de faire en sorte que l'information circule. On a parlé justement d'un souvenir qui était complexe hein, de ta partie ERP, de ton expérience. Et à l'inverse, quel est ton meilleur souvenir justement sur un projet que tu as pu mener? Bah, c'est pas un meilleur souvenir, mais c'est surtout c'est beaucoup de souvenirs. C'est pour rebondir aussi par rapport à ce dont on était en train d'évoquer. C'est que justement, moi je ne connaissais rien au commerce de détail. Le fait d'aller sur le terrain justement pour vendre et expliquer un petit peu le mode de fonctionnement de Vecchia. Je suis arrivé en 2015 chez Monsieur Bricolage. Les 2 premières années, une semaine sur deux, j'étais en magasin. Donc, j'ai passé durant ces 2 ans 50% de mon temps avec ma famille et 50% de Oui, mon temps en magasin auprès des adhérents, échanger avec eux, aller sur le terrain,
échanger physiquement avec eux, voir la configuration de leur magasin, c'est très 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 important et c'est la grosse valeur ajoutée que j'ai encore aujourd'hui, Oui. malgré qu'on puisse moins se déplacer. Ils savent que voilà, je suis toujours joignable et que j'aurai toujours une réponse à leurs questions, peut-être pas la bonne réponse, mais Mmh. répondre aux gens, c'est-à-dire que les gens s'interrogent, se posent une question, il faut leur donner une réponse. Ouais. Peut-être qu'ils n'entendront pas ça sera pas la réponse qu'ils souhaitaient, mais au moins ils ont une réponse. Donc ce souvenir-là, c'est ça, c'est-à-dire que ces magasins, Monsieur Bricolage, ils sont énormément éparpillés sur le territoire français et que je sais que de toute façon, si ma carrière devait faire que je dois la continuer dans une autre entreprise, j'aurais toujours eu ce lien, Ouais. plus ou moins affectif avec ses adhérents et ses magasins. Et ça peut m'arriver, voilà, quand je pars en vacances, de me dire, bah tiens, il y a le magasin de tel adhérent qui est pas très loin, et puis de débarquer en t-shirt, claquette, Mmh. Bermuda, magasin, et puis passer les revoir pour leur faire un petit coucou. Alors, j'essaie de pas travailler à ce moment-là et de pas venir avec mon comme ça, ils peuvent rien me demander, mais bon, voilà, c'est surtout ce lien affectif qui est très important. Et malgré la conjoncture, on a des salons qui sont organisés au moins 2 fois par an par le groupe Monsieur Bricolage. Et c'est vrai de pouvoir se rencontrer, échanger par rapport à leurs problématiques, à se connecter à distance et leur montrer voilà le fonctionnement ou le pourquoi du comment par rapport à une interrogation qu'ils ont, c'est très important. Alors justement, je pense que il t'a déjà répondu quelque part à la question que je voulais te poser, en tout cas en filigrane. Heu, Clairement, quand on met en place un nouveau système d'information, un nouvel ERP, que ce soit comment dire, du VK ou même comment dire d'autres solutions, il est clair que la partie process, la partie organisation, la partie des hommes, et des femmes qui font, justement le projet et qui font, la partie, delivery, la partie run, c'est vraiment clé. Tu voudrais rajouter un autre point, là-dessus, justement sur cette dimension, comment dire, de projet, enfin, de projet collectif, et d'organisation? Bah, il faut vraiment, c'est vrai que bon, globalement, les outils, les systèmes d'information, alors on va dire qu'il y a deux philosophies, hein. Il y a beaucoup d'entreprises qui disent, bah voilà, euh, c'est à l'utilisateur de s'adapter au système, et puis il y en a d'autres qui vont dire, c'est le système qui doit s'adapter à l'utilisateur. Il y a des pour, il y a des contre. Moi, je suis pas plus en faveur d'un discours que de l'autre, mais j'essaye d'être au niveau médian par rapport à cette philosophie-là. Moi, j'ai tout fait pour que effectivement le système soit performant et le plus intuitif et le plus productif pour les magasins. Ils ont la possibilité, alors effectivement, moi je peux faire du paramétrage individuel, mais globalement dans leur back-office auquel Vecchia est interfacé, on a défini énormément de traitements possibles en magasin, soit des traitements à l'article ou ce que j'appelle des modifications en masse, où ils peuvent, en fonction de différentes règles de gestion, ajuster leur stock mini, soit par nomenclature, par famille, par fournisseur ou même au produit, définir une filière d'appro par défaut s'ils estiment effectivement qu'ils sont un peu perdus dans le choix qui est généralement le plus Mmh. judicieux, hein, par le moteur Vecchia. Donc voilà, c'est à la fois leur dire l'outil est capable de faire ça, mais de leur donner les moyens et les process pour qu'ils puissent aussi, entre guillemets, indirectement avoir la maîtrise sur le Ouais. fonctionnement de l'outil en se disant, voilà, moi j'ai demandé à l'outil de fonctionner suivant telle règle de gestion, ils peuvent appliquer cette règle de gestion. Ensuite, moi derrière, j'ai des indicateurs de pilotage et de suivi qui entre guillemets, m'informent ou m'alertent si Oui. effectivement il y a une règle de gestion qui est pas judicieuse par rapport au fonctionnement du magasin. Le fait aussi que les magasins sur chaque ligne de proposition de commande et pour chaque produit, ils aient leur couverture de stock actuelle et projetée, c'est c'est la donnée à valeur ajoutée de l'outil et on a toujours effectivement cette sensation pour avoir été aussi en magasin. J'ai souvent des utilisateurs qui disent non, mais ouais, je comprends pas, ils commandent pas assez ce produit-là, j'en vends beaucoup, j'en ai encore vendu un ou deux hier. Et puis quand on regarde un petit peu l'analyse de l'outil, ben, on se rend compte qu'en fait c'est pas un produit qui se vend beaucoup. La Mmh. dernière fois qu'il en a vendu un, c'était effectivement hier, mais la fois d'avant c'était le mois précédent et Mmh. que
voilà, quand les gens sur le terrain en magasin souvent pensent qu'en fait des produits se vendent bien alors qu'ils ne se vendent pas si bien que ça. Et à contrario, bah, des produits qui se vendent bien, bah, ils n'en achètent pas suffisamment et sans le savoir, bah, ils passent à côté de ventes potentielles. Ou en magasin, on est surtout focalisé sur la rupture. Et je me suis rendu compte avec cet outil-là qu'il y a, alors ça peut paraître bizarre, mais il y a des bonnes ruptures. Oui, c'est C'est-à-dire que, vrai. et il y a surtout des produits qui ne sont pas en rupture, mais on est en rupture potentielle parce qu'on n'a pas suffisamment de stock pour couvrir les ventes qu'on va réaliser. Hein. Il y a 90% de chances pour qu'on réalise les ventes que le moteur a calculées. Et parfois, on n'a pas suffisamment de stock parce que, je prends l'exemple, alors ça peut paraître bateau, mais je veux dire, des roulettes, ça se vend par 4, des roulettes de chaise, ça se vend par 4, des pieds de meubles, ça se vend par 4. Et à contrario, des bonnes ruptures physiques, c'est-à-dire que un produit, on fait 1 à 2 ventes par an. Quand l'algorithme nous dit, bah voilà, l'année dernière tu l'as vendu sur telle période, l'année d'avant tu l'as vendu sur une autre période, et que ce fournisseur peut te livrer toutes les semaines, et que potentiellement bah, tu vas le vendre que dans 6 mois, économiquement pour le magasin, il vaut mieux le laisser en rupture plutôt que de l'acheter maintenant et se stocker pendant 5 mois et demi alors qu'on va le Bien vendre sûr. 2 semaines après. Donc l'outil est capable de dire, bah voilà, ce produit, il n'y a aucun intérêt que tu l'achètes aujourd'hui, tu l'achèteras dans 5 mois et demi. Donc quand on dit ça à un commerçant, il dit, ouais, mais Julien, je suis obligé de l'avoir. Mais après, quand on fait une projection, quand on commence à lui parler de sa trésorerie, qu'on se rend compte que cette volumétrie de produits, elle peut représenter malheureusement sur certains magasins 30% de leur valeur de stock, Hmm. quand je leur dis, bah, tu as 1 million d'euros de stock, si tu appliques ce que tu dis pour ce produit-là sur 300 000 euros de stock, regarde le trou dans ta trésorerie que tu te génères. Hmm. Pour au final, ces 300 000 euros, quand on fait une analyse, ça lui rapporte, allez, peut-être quelques milliers d'euros de chiffre d'affaires. Oui, Donc, donc, il vaut mieux optimiser sa trésorerie. C'est pas pour ça que le chiffre d'affaires se fera pas. Ce qui est important, c'est bien de prendre en compte le flux de trésorerie, d'expliquer le flux de trésorerie pour le magasin et toute l'optimisation de ses approvisionnements, en fait. Moi, je suis effectivement dans les indicateurs de performance que je suis effectivement la durée de vie de stock, ce que j'appelle le ROI, donc le retour sur investissement du stock, c'est-à-dire que le minimum d'un bon magasin géré, c'est de s'assurer que sur 12 mois glissants, il génère une marge brute qui est supérieure à sa valeur de stock qu'il a à chaque fin de mois. Donc l'outil Veki a énormément apporté par rapport à ça. Et je me rends compte qu'en fait, j'ai encore aujourd'hui, hein, c'est la réalité sans les nommer, mais j'ai 30% des magasins que je gère, donc je rappelle, j'en ai quand même 200, où ils génèrent une marge sur 12 mois glissants qui est inférieure à leur valeur de stock. Donc, quand on prend un petit peu, on imagine effectivement un compte de résultats et qu'on sait que on a la première ligne, c'est la chiffre d'affaires, et ensuite on intègre effectivement cette valeur de stock, et qu'on se rend compte que rien qu'à ce niveau-là, le magasin il est pas rentable et qu'on a pas retiré les charges fixes, les salaires, les impôts et les différentes taxes, on se rend compte que ces magasins-là, au final, au niveau de leur compte de résultats, ils ont une capacité d'autofinancement qui est négative. Donc là, la rentabilité, elle est clairement pas présente. Donc le but du jeu, c'est de s'assurer déjà qu'on ait un ROI le plus performant possible. C'est-à-dire que j'ai des magasins qui arrivent à avoir un ROI supérieur à 2, voire supérieur à 3. C'est-à-dire qu'un magasin qui a 1 million d'euros de stock sur 12 mois glissants, il génère au minimum 3 millions d'euros de marge brute. Donc voilà, on sait qu'on a ce petit gap qui va permettre effectivement de déduire les salaires, de déduire les taxes, de déduire les charges fixes. Et logiquement, ces magasins-là, en bas de page de leur compte de résultat, ils ont une capacité d'autofinancement et cette valeur financière, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Mais au moins, ça veut dire que leur activité sur une année fiscale et au calendaire, elle est rentable. j'avais une dernière question pour toi, Julien. On le sait, qu'on va dire tous les deux, dans le mouvement aujourd'hui des ERP et sur le sujet des différentes solutions, on voit que la tendance cloud et la tendance IA slash machine learning, on va pas faire la définition maintenant, ça serait un peu trop long, prendre de plus en plus de place dans les discussions. Toi, justement, même si je pense que évidemment tu as commencé à l'évoquer tout au long de cet échange, mais
comment tu vois justement dans les 5 prochaines années, là si on se projette en 2025 ou en 2026, comment tu vois justement ces techniques, enfin ces orientations, cloud et traitement en masse de data de façon intelligente? Bah, clairement, alors comme je le disais, hein, moi c'est quelque chose, le machine learning que j'ai découvert en 2015. Bon, après, on en entend effectivement beaucoup parler de cette analyse de data, donc j'aurais tendance à dire que on n'en voit pas le bout, entre guillemets. Mmh. Après, comme on dit, de la data, c'est bien, mais il faut derrière être capable de la traiter, de l'utiliser à bon escient. Générer de la data pour générer de la data, il y a certaines data qui sont pas forcément utiles. Il faut faire le tri dans tout ça pour derrière la travailler de façon efficiente. Et puis, il faut surtout se rendre compte aussi que euh, gérer une volumétrie de data et se rendre compte qu'il y a X% de cette data que l'on n'exploitera pas, ça a un coût aussi Oui, pour une entreprise parce que c'est de la donnée que l'on stocke sur des baies, sur des serveurs. Et ça, pour aussi suivre et piloter tout ça au niveau de Monsieur Bricolage, gérer le coût des infrastructures, c'est important parce que voilà, garder de la donnée supérieure à 2 ans dans la partie Vecchia, il n'y a aucun intérêt, mais c'est pareil pour tous les systèmes d'information. Il faut purger ces données, il faut identifier quelles sont les données qui sont à garder, à sauvegarder, à traiter, et faire le ménage sur le reste parce que derrière, on utilise des infrastructures qui représentent un coût non oui. négligeable, et c'est un coût pour l'entreprise. Donc tout le monde le paye, ça. Le fournisseur nous le facture, et nous, la logique, c'est qu'on est obligé c'est des coûts de fonctionnement, et on est obligé de les réintégrer, les répercuter sur nos adhérents au niveau de leur cotisation. Donc, ça reste aussi de la productivité à un certain niveau. Ouais. À l'occasion, de toute façon, Julien, il est aussi sur LinkedIn et ce sera avec plaisir si vous nous avez adressé des questions qu'on lui fasse suivre ou que vous le contactiez directement. Euh, Merci beaucoup, Julien, pour cet échange. C'était super intéressant. J'aimerais juste peut-être partager aussi quelques deux, trois slides en fait à un moment donné aussi pour expliquer la trajectoire de VK sur ce qu'on vient de se dire, sur l'évolution des systèmes d'information, sur la partie supply chain. Comment en tout cas nous on y contribue à notre niveau, hein. On ne fait pas non plus tout ce que peut faire un Oracle. Là, on est vraiment focus sur la partie forecast et puis on a vraiment parlé et toute la partie réapprovisionnement intelligent. Donc, je juste partager deux, trois slides, en parler, et après, on aura fini ce webinaire tous ensemble. Très bien. Donc, juste pour rappeler un petit peu ce que fait VK, on a deux offres chez VK. On a une première offre qui s'appelle Engine et une seconde qui s'appelle Disrupt. La partie Engine, et on en a parlé récemment, on a fait des communiqués de presse, vous pouvez le retrouver d'ailleurs en lien dessus. C'est une offre qui est destinée justement à améliorer et à booster les ERP existants. Encore une fois, VK, c'est la partie forecast, c'est la partie automatisation des réapprovisionnements. C'est pas, comment dire, le système de caisse, c'est pas tout ça. Donc clairement, on se plug sur un système d'information existant pour faire en sorte que ce soit plus simple pour les utilisateurs finalement d'avoir le bénéfice de VK sans changer leurs interfaces. Et on a une deuxième offre, là c'est quand on veut aller un peu plus loin en tant que solution, on veut remplacer des briques fonctionnelles sur la partie des gestions des commandes, et évidemment on est capable de s'adapter sur la question. Nous, ce qui va nous différencier en termes d'intelligence artificielle et en fait de traitement massif de données de façon intelligente avec nos algorithmes, ça va être évidemment la partie forecasting, où on va gérer également la partie incertitude. Ça, c'est vraiment un élément super important en termes de puissance de calcul, c'est de pouvoir justement aller encore un peu plus loin dans la gestion des prévisions. Ça, c'est sur la partie cloud, évidemment, où on peut disposer de puissance de calcul supplémentaire. Et globalement, quand on fait du machine learning et de l'IA, c'est du calcul. C'est essentiellement ça. Et sur la partie automatisation des réappros, ce qui est le plus important, évidemment, c'est de gérer de plus en plus de contraintes, et tout en étant, comment dire, pertinent. Donc, il y a une corrélation, finalement, entre la partie prévisionnelle et la partie gestion des réapprovisionnements. Et là, encore une fois, nous, ce qu'on va faire, c'est gérer énormément de contraintes. Pour vous dire, on est même capable
de pouvoir aussi optimiser et de prendre en compte les éléments d'empreinte de carbone. Alors, c'est un peu en avance de phase, même si beaucoup de sociétés en parlent, parce que tout le monde aujourd'hui, dans nos clients et dans nos prospects, ne traite pas, comment dire, ce sujet-là sous ce prisme de l'empreinte carbone. En tout cas, voilà, une solution est déjà capable de réaliser. Et puis, en termes d'expérience utilisateur, quand on utilise nos interfaces, je pense que Julien en a parlé tout à l'heure, c'est clé. Je pense qu'il faut être empathique vis-à-vis de vos utilisateurs. Il faut faire en sorte que justement les solutions soient compréhensibles et qu'elles puissent justement être administrées et qu'elles puissent également être comprises. Surtout quand on traite énormément de data, il y a peut-être justement des résultats qui peuvent être un peu différents de biais qu'on peut avoir d'un point de vue personnel. L'exemple que tu donnais tout à l'heure, Julien, avec une personne en magasin, un adhérent qui dit ah, mais ce produit-là, c'est sûr que je le vends souvent, alors que finalement, ce n'est pas le cas. Il faut pouvoir avoir des interfaces qui expliquent ça et qui permettent justement aux personnes d'aller un peu plus loin sur la question. Et je finirai juste sur la partie roadmap, qui est évidemment tournée vers la performance, faire en sorte qu'on puisse encore améliorer la précision de nos prévisions, faire en sorte également que l'utilisateur s'autonomise de plus en plus. Là, encore une fois, c'est vrai que tout le temps que tu passes, toi, Julien, à expliquer comment ça fonctionne, à pouvoir aider, il faut à un moment donné, raison gardée, on ne va pas demander non plus à un utilisateur de tout reparamétrer, mais il faut laisser de la visibilité, il faut permettre aux sociétés de pouvoir être dans le traitement justement de ce type de technologie de façon autonome au maximum. C'est vrai que chez VK, une de nos valeurs, c'est pas le black box effect, c'est faire en sorte que justement toute la partie algorithmique soit comprise et que tous les critères soient parfaitement transparents pour les utilisateurs. Et après, c'est tout le côté implémentation, notamment avec un partenariat qui est très fort avec Microsoft Dynamics. Mais encore une fois, notre solution est agnostique sur la question. Donc voilà, je voulais juste finir sur ce pan un petit peu, de visibilité sur VK. Mais en tout cas, franchement, Julien, merci beaucoup. C'était vraiment hyper intéressant, hyper passionnant. Ton parcours, il est vraiment impressionnant. Et merci à tous de nous avoir suivis. Merci.